Mesdames, Messieurs, les représentants des anciens combattants, chers amis, l'Union française des anciens combattants est heureuse de vous accueillir pour honorer Madeleine Oboda, résistante aux francs-tireurs et partisans de la Madoff émigrée. Je passe la parole à Madame Aoun Oboda, petite fille de Madeleine. Bonjour. Il faut bien s'approcher. Ouais. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis la petite fille de Madeleine Oboda. Madeleine, c'était une grand-mère extraordinaire, mais quand on parle de Madeleine résistante, il faut parler de Stachek, Stanislas Oboda, son mari, son premier mari, parce que c'est un mois juste après qu'il soit fusillé au Mont-Valérien qu'elle est entrée dans les FTP-MOI et tout de suite elle a été amenée à transporter des armes et à les stocker dans sa petite chambre sous le lit alors qu'elle avait un bébé, ma mère, Nadia, qui avait tout juste 1 an. Et les premières actions qu'elle a menées, elle les a menées avec le berceau, enfin le landau, dans lequel elle cachait sous ma mère qui était allongée dedans, le pistolet et éventuellement la grenade qui allait servir sur le lieu de l'attentat. Ensuite, elle a quand même pris conscience que ça pouvait quand même être un petit peu dangereux. Et du coup, elle a confié ma mère à une amie d'achat qui a gardé ma mère avec son fils Yann Matissiak. Et ensuite, elle stockait toujours des armes sous le lit. Et Dacha, son ami, lui a dit faut quand même, c'est dangereux quoi, parce qu'il y avait des explosifs, il y avait des grenades, des pistolets, enfin tout ce qui pouvait servir pour la résistance. Et donc elle est partie, Dacha est partie dans Eure-et-Loir et Madeleine est restée seule à Paris. Elle a fait des actions avec Rayman et Elec, qui sont sur la fiche rouge. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Par exemple, elle venait de faire une action avec Rayman et Elec. Rayman l'action était finie. Elle avait récupéré le pistolet puisque la grenade avait servi sur un détachement d'Allemands ou un camion d'Allemands, je sais pas. Et puis, Elec part de son côté et Rayman est devant, à 100 mètres devant Madeleine. Et elle doit traverser un pont. Et pendant qu'il commence à traverser le pont, les policiers ferment le pont pour contrôler les gens. Et Rayman, il passe juste à ce moment-là, donc il n'est pas du tout contrôlé. Et Madeleine est au milieu du pont. Et donc elle se dit c'est fini, et en même temps elle se dit peut-être pas. Et du coup elle avance, et elle a ce magnifique sourire qui est sur le dessin. Elle sourit aux policiers, la laisse passer sans la fouiller. Et quelques mètres après, quelques rues après, elle retrouve Rayman qui veut absolument la faire boire parce qu'elle est toute tremblante, elle vient quand même de risquer sa vie. Voilà, et elle racontait ça avec beaucoup de désinvolture. Parce qu'elle prenait pas vraiment conscience... si, elle prenait conscience du danger, mais en même temps, elle était tellement jeune que... Voilà, il fallait agir. Dans certains papiers qu'elle a écrits, elle disait que
si elle mourait, elle retrouverait son mari. Et en même temps, elle se disait, il ne faut pas que je meure parce que que deviendra ma fille? Et du coup, voilà. Je vais vraisemblablement me redire un petit peu par rapport à ce qui vient d'être dit par sa parente. Mais bon, voilà. Donc Madeleine Baudin, à l'origine, est donc née Madeleine Delers. Elle est née en 18 à Lyon. Elle a quitté Lyon, elle a quitté la France pour faire des études en Belgique, où elle a terminé dessinatrice en publicité. En 1939, elle arrive à Paris, donc le début de la guerre. Elle cherche du travail dans la publicité, mais malheureusement, elle n'en trouve pas et elle devient rifteuse. Dès le début de la guerre, elle commence à prendre des contacts avec des brigadistes. Et elle correspond, entre guillemets, par hasard, avec différents brigadistes, dont Stanislas Oboda, avec qui elle va correspondre. Il est enfermé dans le camp de Gurs. Et c'est bon? Si je me trompe, faut me dire. Il est enfermé dans le camp de Gurs et donc elle correspond pendant quelque temps jusqu'à ce qu'il s'évade du camp et qui viennent la rejoindre en région parisienne au début des années 40. Elle se met en ménage avec lui et en 41 naît leur petite fille Nadja. En février 42, Stanislas est arrêté par la Gestapo. Il est interné à Romainville et on vient apprendre à Madeleine qu'il est enfermé et qu'il est probable ça va aller mal pour lui. C'est Joseph Spira, avec qui elle correspondait également, qui vient lui apprendre la nouvelle. Aussitôt après que Stanislas soit arrêté, les brigadistes viennent la voir et lui demandent si elle ne pourrait pas être agent de liaison. Elle accepte aussitôt et elle devient agent de liaison, à savoir qu'elle porte des armes aux résistants et elle fait en sorte de les récupérer après les attaques de façon à ce que s'ils sont arrêtés, il n'y ait pas d'armes sur eux. Elle fait ça, ma foi, jusqu'à la fin de la guerre. Et, comme on vient de le dire à l'instant, au milieu des années 50, elle arrive à Drancy parce qu'elle pense, j'imagine, elle pense pouvoir continuer à travailler, c'est entre guillemets, avec le Parti communiste, puisqu'à Drancy, le Parti communiste est bien installé, et donc elle reste à Drancy jusqu'à son décès. Voilà, je vous remercie. Chère Raquel Garrido, Madame Dominique Deslac, vice-présidente du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, chère Dominique. Monsieur le maire honoraire de Blanc-Ménil, cher Daniel Feurtet. Monsieur Tom Zimiti, conseiller municipal, représentant Madame le maire, excusez. Monsieur le directeur de l'OPH, Paris-Damas. Mesdames et messieurs les élus, les anciens élus, qui sont présents aussi. Mesdames et messieurs les responsables d'associations, d'anciens combattants et de mémoire. Et mesdames et messieurs la famille. Mesdames et messieurs, chers amis. Quelle fierté d'être ici par un si grand soleil. Non, on ne dira pas ça. Mais en tout cas, quelle fierté d'être ici à Drancy, dans cette ville qui a vécu
des moments difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale avec le camp de Drancy. Quel moment difficile aussi pour ces hommes et ces femmes qui ont su résister. Madeleine Aubeda, avec son portrait, vous êtes juste derrière nous, elle, c'est la première fois, je suis très fière, c'est la première fois que l'on rend hommage à cette femme, à une femme, à Madeleine Aubeda, à une résistante. Sa petite fille, Marianne, fille de Nadia, nous a dressé un petit peu son portrait avec beaucoup, je dirais, d'affection. Elle qui fut partie des partisans de la main-d'œuvre immigrée, FTP-MOI. Cette femme, jeune, non destinée à un engagement militaire, mais qui va, comme beaucoup de ces héros du quotidien, par amour, par conviction, décider de faire quelque chose pour son pays, pour la France, ce pays des libertés. Comme cela a été dit, militante communiste, agent de liaison, elle a participé à de nombreuses actions contre l'ennemi, en transportant notamment des armes et des explosifs. Tant d'actes qui nous semblent dignes de héros. Ce parcours peut sembler atypique, mais il n'est pas unique. Il nous faut reconnaître, et il est juste de mettre en lumière la contribution des femmes à la résistance sous toutes ses formes. Comme beaucoup de résistantes, elles sont souvent restées dans l'ombre des hommes, mais aussi dans l'ombre de la maturité, car leur point commun était souvent cette jeunesse qui fait oublier la peur et qui effraie parfois les mères. Avant d'être des résistants, des résistantes, ils étaient des femmes et des hommes ordinaires, des gens du quotidien. Qu'ils aient été juifs, athées, catholiques, musulmans, orthodoxes, français ou d'origines diverses, ouvriers ou docteurs, ingénieurs, gaullistes, communistes, socialistes ou syndicalistes, c'étaient des citoyens et non des héros. C'est ainsi qu'ils sont morts, sans clamer la gloire ni les larmes. Par contre, les survivants n'ont jamais oublié leurs camarades, morts pour la France, au Mont-Valérien, à Châteaubriand, à Paris, à Nantes, à Oradour. La justice viendra sur nos pas triomphants, a écrit le poète Aragon, chanté par Léo Ferré et si bien repris par Arthur Théboul du groupe Feu Chatterton, lors de l'hommage à Mitsak et Mininé Manouchian, ce 21 février dernier, pour leur entrée au Panthéon. L'entrée au Panthéon des communistes venus enfin rejoindre leurs camarades gaullistes, socialistes, fondateurs du Conseil national de la résistance, le CNR, le 27 mai 1943. Mais aussi l'entrée au Panthéon de Français qui ont mérité la nationalité française quand d'autres en ont hérité. Ici, au 35 rue Anatole France, dans cette résidence HBM, habitation bon marché, construite après-guerre pour loger des familles dans une période de reconstruction. Tous les anciens locataires étaient unanimes. Ils ont connu le bonheur d'avoir un logement avec toutes les commodités, d'être ensemble, mais aussi l'amitié, la fraternité, la solidarité entre voisins et la convivialité des soirées et des fêtes. C'est à cette époque que Madeleine va emménager avec ses 4 enfants, dont certains sont présents aujourd'hui en famille, et nous les remercions fraternellement de leur présence. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Voici ce qu'ils se sont appliqués à faire, sans oublier, jamais. Militante aussi et toujours dans son travail d'enquêtrice au CCAS du Blanc-Ménil, Léon Vallée et Daniel Ferté l'ont bien connue à cette période. Une salle porte son nom au Blanc-Ménil. À Drancy, c'est la première fois qu'un hommage est rendu à Madeleine. J'en suis très émue. Enfin, Madeleine, c'était l'artiste, la sculptrice, la peintre, ici à Drancy, mais aussi à Pons, et puis à Cardoux. Cette petite maison à l'entrée du Puy-l'Évêque, son petit bonheur. J'ai lu dernièrement le livre « Pour vivre, il faut aimer » de Georges et Josette Fournier. Josette qui nous a quittés dernièrement. Il y a tellement de tendresse dans la description faite autour de Madeleine que je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir connue.
ne vais pas être plus longue. Madeleine, c'était une ode à la joie, une ode à la femme, dans ce qu'il y a de plus créatif, de déterminé, de passionné, amoureuse de la vie, à en mourir, comme ses camarades. Vous, famille, vous pouvez être fiers de son parcours, de l'image qu'elle laisse, à l'image de ce portrait rayonnant dessiné par J.D. Morvan dans la bande dessinée qui vient d'être éditée avec le concours du musée de la Résistance nationale et qui reprend le parcours de ces résistants de l'affiche rouge qui sont morts en criant « Vive la France !» Nous sommes heureux de vous l'offrir tout à l'heure, cet ouvrage, au nom de l'UFAC, l'Union des anciens combattants, et surtout au nom du musée de la Résistance nationale. Ils resteront à jamais immortels. Messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'UFAC et de toutes les associations patriotiques et mémorielles, messieurs, dames de la famille de Madeleine Oboda, chers camarades. Cette semaine, la France tout entière est plongée dans un moment d'histoire avec l'entrée de Missak Manouchian accompagné de son amour Méliné au Panthéon. Et je sais que ce moment de mémoire a été vraiment saisi par le grand nombre et la preuve, c'est que votre présence aujourd'hui nombreuse pour combler une béance qui était effectivement, comme vient de le rappeler Karine Milès, que je remercie vraiment pour cette initiative et sa diligence dans l'organisation de cet événement, une béance qui était que la ville de Drancy, à Drancy, nous n'avions toujours pas rendu hommage à Madeleine de Lers-Oboda, qui a vécu donc dans ce bâtiment derrière moi pendant presque 50 ans. Et donc c'est un honneur pour moi vraiment, et je le dis avec beaucoup d'émotion, de pouvoir rendre hommage à une personne qui incarne tant d'aspects différents de ce qui nous rend fiers. D'abord, une femme. Cela a été dit avant moi, la part des femmes dans la résistance a été beaucoup trop longtemps mise de côté. Et petit à petit, ces choses est réparée. Gloire à toi, Madeleine de Lers-Oboda, car tu étais une femme et tu étais aussi une mère. Cela a été dit par Marianne Aoun. Pour une mère, de s'engager dans des actions au péril de sa vie, alors que son enfant vient de naître et qu'elle en est la seule responsable. Cela a fait preuve d'un courage extrême et aussi la manifestation de l'attachement à un idéal. Cette semaine, nous avons parlé de l'attachement de Missak Manouchian et ses 23 camarades étrangers à la France. J'aimerais qu'on souligne, puisque nous sommes ici aujourd'hui ensemble, l'attachement aussi à un idéal, le communisme, à un idéal, un mieux vivre pour tous les êtres humains. Parce que c'est aussi en tant que communistes que ces hommes et ces femmes se sont engagés. Stacek Stanislas Oboda, que Madeleine va rencontrer parce qu'elle est correspondante quand il est emprisonné à Gurs, le connaît parce qu'il est précédé du prestige qu'il a gagné en tant que brigadiste dans la guerre d'Espagne. Il s'est engagé dans la guerre civile d'Espagne du côté du camp républicain. Donc, cet engagement-là, qu'il soit en Espagne, qu'il soit en France, qu'il soit finalement pour toute l'humanité, est un engagement qui, bien sûr, nous renvoie à ce qu'est le patriotisme français dans sa dimension universaliste, l'attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la fraternité, la liberté, l'égalité, mais aussi à cet idéal d'égalité entre les hommes et les femmes, de solidarité, qui ne se résume pas à l'idéal patriotique. Dans l'engagement des communistes et du mouvement ouvrier d'une façon générale, que ce soit pendant la guerre d'Espagne ou dans la résistance, il y a aussi cette idée que nous vivons sans patrie ni frontières. Et quelque part, il y a une sorte d'ambivalence qu'il n'est pas grave de souligner puisque les choses s'ajoutent. On peut à la fois être un grand patriote républicain et finalement être français par son courage et par l'engagement jusqu'à la mort
dans la défense de notre patrie républicaine, mais aussi, en même temps, promouvoir un idéal qui est capable de pointer les dangers du nationalisme. Car, comme le disait Romain Gary, le nationalisme et le patriotisme, ce n'est pas la même chose. Le nationalisme, c'est la haine des autres, et le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et nous, aujourd'hui, en 2024, nous nous plaçons dans ces pas-là. Cela nous gêne quand même un petit peu de voir que l'hommage rendu aux francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée est fait par le même président qui fait adopter la loi immigration. Une loi, je pense que nous avons tous vécu cette gêne, à commencer par la famille des résistants qui ont été ainsi honorés. Il y a une contradiction majeure, bien sûr, entre l'institution de l'État qui rend hommage à ces immigrés, tandis que la politique du gouvernement est de cibler les immigrés comme étant les auteurs des maux de tous les Françaises et les Français. C'est une contradiction, j'en parlais avec Marianne à l'instant, Marianne Aoun, et aussi les cousins et les cousines, que cela coûte de voir la présence de Marine Le Pen au Panthéon. Quelle incohérence, quelle hypocrisie. Bon, nous savons que notre idée est plus forte. Et je veux aussi souligner, pour terminer, qu'il y a quelque chose qui me touche chez Madeleine, c'est qu'elle est en fait la française dans un couple mixte. Parce qu'en fait, ce n'est pas hermétique. Il n'y avait pas les résistants français nés en France d'un côté et les résistants immigrés de l'autre côté. Ça n'était en réalité pas tout à fait étanche, puisque les actions étaient menées ensemble. Qui les a séparés? Ce sont les nazis qui, par l'affiche rouge, ont décidé de faire une propagande anti-immigrée en essayant de souligner, à tort, que c'était en réalité les étrangers qui s'opposaient au nazisme et pas tous les Français. On sait que ce ne sont pas tous les Français. Mais il y avait évidemment des Français non étrangers, non immigrés dans la résistance. Et ce couple, qui est donc un couple mixte, je pense, souligne aussi cette vision que nous avons en partage de la France. En fait, finalement, être français, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une religion, ce n'est même pas une langue, puisqu'en réalité, on peut être français et pas tout à fait parler français. Je ne parle pas des immigrés aujourd'hui, je parle de ce que c'était la France, par exemple, il y a 2 siècles. Les gens ne parlaient pas tous français. Et je veux croire que c'est notre idée de la France qui gagnera. Et certainement, en tout cas, par l'organisation de ce type d'événements, de mémoire, qui nous permettent de rencontrer Madeleine Delers. Madeleine aurait pu être une grande publicitaire. Elle avait visiblement du talent. Elle avait étudié en Belgique pour devenir dessinatrice de publicité. Et au lieu de cela, elle a consacré sa vie à l'engagement, à la mémoire des dizaines de résistants qui ont été fusillés en septembre 1942, parce que nous avons célébré les 80 ans de la mort du groupe des 23 au Mont-Valérien en 1944, et le groupe dans lequel Stanislas Oboda est fusillé, lui, est en septembre 1942. Ce sont des dizaines d'otages, disait-on, qui ont été fusillés à cette occasion, suite notamment à un attentat qui avait eu lieu au Grand Rex, où des nazis avaient trouvé la mort. Merci Madeleine, gloire à toi, nous marchons dans tes pas, vive la France et vive la République.